Est-ce que ça vaut le coup d'acheter l'iPhone 15 Pro quand on a déjà un iPhone 13 Pro? Et donc on va s'intéresser aux différences qu'on a entre un 13 Pro ici et le 15 Pro. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai noté vraiment tout ce qu'il y a en différence. Et aujourd'hui, on va voir ensemble à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment utile, et quel impact est-ce que ça a vraiment dans l'utilisation courante de la vraie vie. De cette façon, tu sauras à la fin de cette vidéo si ça vaut le coup pour toi de passer sur un 15 Pro ou un 15 Pro Max, ou si un 13 Pro te suffit largement. Alors ici j'ai bien un 13 Pro et un 15 Pro Max, donc forcément le Pro Max est plus grand que le Pro tout court. Niveau taille d'écran, entre un 13 Pro et un 15 Pro ça change pas, forcément par contre entre un Pro et un Pro Max clairement. Ici on a un écran de 6,1 pouces, et ici ce sera un écran de 6,7 pouces. Et comme vous pouvez le voir, une fois en main, ça change quand même pas mal de choses. À savoir que les deux écrans sont des écrans ProMotion, donc c'est-à-dire qu'ils vont être capables d'aller jusqu'à 120 Hz tout en étant adaptatifs. Évolution intéressante entre un 13 Pro et un 15 Pro, ça va être l'évolution de la luminosité de l'écran. Là où le 13 Pro pouvait monter jusqu'à 1200 nits en HDR, celui-ci va pouvoir monter à 1600, voire jusqu'à 2000 même en extérieur. Et ça, on sentira vraiment l'été en plein soleil, où vraiment l'écran du 15 Pro ou 15 Pro Max sera toujours lisible. Si on retourne les smartphones, on va avoir aussi un changement de matériaux. Donc à l'arrière, j'aurai toujours du verre dépoli, donc vous savez que c'est un verre un petit peu mat comme ça, avec une sensation qui est très douce, donc c'est très sympa. La différence va se faire vraiment sur les tranches du téléphone. Donc ici, on va avoir de l'acier inoxydable, de qualité chirurgicale, et ici, on aura du titane. Alors le titane, c'est l'avantage d'être plus léger et plus solide. Autre avantage du titane, c'est qu'on va avoir des bords d'écran, comme vous voyez ici, beaucoup plus fins qu'ici. Bon, beaucoup, j'exagère peut-être un petit peu, mais voilà, on voit quand même clairement la différence entre les bords d'écran ici et ceux qu'on a ici. Par contre, chose que j'ai remarqué et qui ont aussi été remontées par plusieurs utilisateurs, c'est que le titane a tendance à marquer quand même assez vite les traces de doigts. Je sais pas si on le voit bien à l'écran ici, si ça se voit un petit peu. Et surtout quand on passe le doigt, on voit que, vous voyez qu'autour des boutons, ça marque quand même plus. Bonne nouvelle, c'est que ça se nettoie très bien, donc juste avec une petite lingette ici, hop, je frotte un petit peu, et c'est bon, on voit plus. Donc voilà, là où forcément ici ça se voyait encore plus, parce que les bords étaient brillants. Pour moi, c'est vraiment un non-problème, surtout que, vu que les bords sont mat, ça se voit quand même un petit peu moins que ce qu'on avait avant. Sinon, le verre à l'avant, c'est toujours le même, donc c'est toujours le verre Ceramic Shield. Et avec mes 2 ans d'utilisation, j'ai vraiment pas de rayures dessus. Mais bien sûr, ce qui sera le plus visible sur la face avant, ça va être le changement d'encoche. Donc on passe de l'encoche des iPhones qu'on a depuis quelques années à Dynamic Island, qui a été introduit dans la version précédente de l'iPhone, donc l'iPhone 14 Pro. Alors cette encoche est très sympa pour toutes les interactions qu'elle offre. En gros, il y a plein d'applications qui vont venir se mettre directement dans l'encoche. Je pense par exemple à un itinéraire avec Citymapper ou encore une commande Uber Eats. Très sympa d'avoir ça directement ici, ça évolue en temps réel. Sauf que c'est dommage parce que ça prend quand même plus de place à l'écran. En fait, si j'aligne les deux téléphones up sur la ligne ici, on va voir que l'encoche de Dynamic Island en fait, va descendre plus bas que l'encoche ici. Alors certes, elle prend moins de place parce qu'elle est moins large et plus fine, mais vu qu'elle descend plus bas, sur certains contenus vidéo, ça va tendance à vous venir manger le contenu, c'est un petit peu dommage. Autre nouveauté sur ce 15 Pro, ça va être l'apparition du bouton Action qu'on a juste ici. Donc avant, on avait le bouton ici, donc c'est le switch pour activer ou non la sonnerie. Là maintenant, c'est un bouton Action qu'on va pouvoir personnaliser. Dans mon cas, par exemple, je l'ai personnalisé pour lancer directement la caméra et notamment la vidéo. Quand je teste un produit ou si jamais, je sais pas, il y a mon chat qui fait un truc super mignon, j'ai juste à rester appuyé ici, donc une demi-seconde. Je rappuie, hop, et là ça filme déjà. Voilà, même pas besoin de déverrouiller le téléphone ou quoi que ce soit. Mais bien sûr, c'est pas tout, on pourra faire plein de trucs avec. Si on parle des évolutions à l'intérieur, on avait ici le processeur A15 Bionic, quand ici on a l'A17 Pro. Alors j'ai autant de cœurs CPU, donc 6 cœurs de chaque côté, mais j'ai un cœur GPU en plus, donc on passe à 6 cœurs aussi ici, quand j'en ai que 5 sur le 13 Pro. Ça va nous permettre d'avoir des meilleures performances en jeu. Sauf que, pour l'instant, de tous les jeux que j'ai pu tester, tous les jeux qui sont disponibles actuellement en tout cas sur le store, il y a tout qui tourne très bien déjà avec cet iPhone 13 Pro. Donc certes, celui-ci est plus puissant, mais pour l'instant on n'a pas les jeux qui vont tirer parti de cette puissance en plus. Apple a annoncé Resident Evil Village, qui malheureusement n'est pas encore disponible en France. Ils ont aussi annoncé que Ubisoft allait sortir son dernier Assassin's Creed l'année prochaine directement sur l'iPhone aussi. Ça c'est clairement des jeux qui je pense vont tirer parti de la puissance en plus. Mais la grosse annonce, la grosse révolution, c'est que maintenant ça y est, les iPhones ont une connectique USB-C. Enfin! Alors que bon, ça fait quoi, 10 ans qu'on a ça sur Android? Bref, la bonne nouvelle, c'est que en plus d'avoir un chargeur universel pour tous ces appareils, que ce soit son Mac, son iPad, son téléphone maintenant, ce qui est chouette, c'est que l'USB-C va nous permettre de pouvoir brancher aussi plein d'appareils à l'iPhone. Pense notamment à un disque dur externe par exemple, pour pouvoir transférer les fichiers ou pouvoir directement enregistrer dessus, en vidéo. Ça bien sûr, on en reparlera dans le test complet de l'iPhone 15 Pro. On va pouvoir aussi par exemple brancher un chargeur d'Apple Watch pour pouvoir charger son Apple Watch directement avec son téléphone. On pourra aussi brancher pourquoi pas un casque
Voilà, moi j'ai un casque par exemple qui est USB-C, ça me permet d'avoir de la musique en très haute qualité sans avoir la compression du Bluetooth. J'ai essayé de brancher ma manette de Xbox, malheureusement ça n'a pas marché, donc j'ai dû la connecter en Bluetooth. Par contre en USB-C on peut aussi facilement brancher un écran. Je l'ai fait par exemple ici. Voilà, c'est sympa d'avoir son écran d'iPhone en plus grand, mais ça reste que de la recopie vidéo. Là, c'est juste mon iPhone en plus grand. C'est sympa pour regarder des vidéos. J'ai voulu jouer avec pour un jeu installé dessus. Ça va à peu près. Par contre, pour du cloud gaming, ça ramait, donc c'était pas terrible. C'est sympa, mais vraiment, on n'est pas du tout au niveau d'expérience qu'on a avec Samsung Dex, par exemple. Niveau sécurité, on a deux fonctions en plus qui sont vraiment très sympas. La première, ça va être le système d'SOS par satellite. Ça veut dire que même si vous captez pas, même si vous êtes dans un endroit où vraiment il n'y a rien du tout, il n'y a pas de réseau ni rien, vous allez pouvoir, grâce à votre téléphone, envoyer un message d'alerte via une connexion satellite. Vous êtes sûr de pouvoir contacter les secours si jamais vous avez un souci. Deuxième chose importante, ça va être la détection d'accident. Donc ça, c'est le téléphone qui va automatiquement appeler les secours si jamais il détecte que vous avez eu un accident. Bien sûr, ça se fait pas en tâche de fond, hein, ça va quand même s'afficher ici, vous pourrez l'annuler si jamais il y a un faux positif. L'iPhone 15 Pro est maintenant compatible avec la technologie Wi-Fi 6E, quand celui-ci sera juste compatible avec la technologie de Wi-Fi 6. En final, assez peu de différence, en fait, c'est juste qu'avec la norme 6E, on est capable de pouvoir émettre du Wi-Fi et en recevoir dans la bande des 6 GHz, ce qui va nous permettre d'avoir de meilleurs débits, sauf que, attention, plus on va monter dans les gigahertz justement, et plus la portée sera limitée. Donc ça veut dire qu'on aura un meilleur débit, mais plus proche de la box. La bonne nouvelle, bien sûr, c'est que celui-ci est certes compatible 6E, mais aussi compatible 6, 5 et avant. Donc voilà, vraiment pas de soucis, c'est le téléphone qui choisira lui-même le bon réseau en fonction du meilleur débit. Mais vraiment à l'usage, vous n'attendez pas à des différences de débit monstrueuses, parce qu'en fait, il n'y aura pas grand-chose. Et enfin, ce casque Pro intègre une puce wideband de deuxième génération. Ça, c'est ce qui va permettre, vous savez, de pouvoir localiser un autre appareil Apple avec beaucoup plus de précision. Donc ça, par exemple, c'est si vous faites du partage de localisation avec un ami, vous allez pouvoir le retrouver beaucoup plus facilement, notamment dans des environnements qui sont très chargés. Si jamais, par exemple, vous allez le chercher en ville alors que c'est un samedi après-midi, que c'est blindé de monde, vous allez pouvoir le retrouver beaucoup plus facilement et surtout, même s'il est à l'intérieur. Et vous savez, c'est la même technologie, en gros, qui est utilisée pour les AirTags. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais apparemment, on a plein de nouveautés pour la partie photo et vidéo. Ça tombe bien, j'ai passé l'après-midi et la soirée ce week-end à prendre des photos et des vidéos. Pour vous montrer ça, on passe tout de suite à l'analyse. On se retrouve donc au bureau pour l'analyse photo et vidéo. Et d'ailleurs, je filme directement avec l'iPhone 15 Pro ici, donc qui est sur un petit trépied devant moi. Je suis donc sorti pour prendre les mêmes photos et mêmes vidéos avec le 13 Pro et le 15 Pro Max. De cette façon, on va pouvoir faire un face-à-face entre les deux photos. Et on verra du coup, est-ce qu'il y a des grosses différences ou pas. Et surtout, est-ce que ça a un vrai intérêt, est-ce que ça change vraiment tant de choses que ça. Parce que oui, vous verrez des différences, il y en a, mais des fois, vraiment, il faut vraiment zoomer à fond. Donc déjà, si on commence avec l'ultra grand angle, donc c'est ce qu'on a ici, donc ça c'est le x0.5. Comme on peut voir sur le 13 Pro, on a une image qui va être beaucoup moins saturée, mais avec plus de netteté numérique. Donc c'est pour ça qu'on a cette impression de beaucoup de netteté, mais en fait quand on zoome, on va voir que tout ça s'ajouté par le traitement qui est fait par le téléphone. Ici, donc, les couleurs sont peut-être un petit peu trop flashy. Moi, je trouve que le vert, par exemple, ici, est un petit peu trop flashy. Mais bon, au moins, on a le chat qui ressort très bien. Et là, pour le coup, la couleur du chat est naturelle et c'est la bonne. Et là, comme vous pouvez le voir, même si on a aussi un traitement, c'est quand même beaucoup moins agressif que ce qu'on a ici. Chose qui va vraiment se vérifier sur le x1. Tout simplement parce que ici sur le 13 Pro, j'ai une photo qui est prise en 12 millions de pixels. Et du coup, on aura à peu près les mêmes problèmes que sur la photo d'avant. Donc en gros, on aura une netteté numérique qui sera un petit peu trop forte. Ici, pas besoin parce qu'on a beaucoup plus de pixels pour travailler. Et donc là, on va voir que niveau détail, donc dans les poils du chat et tout ça, et sur les petites moustaches, ça rendra vraiment beaucoup mieux que ici sur le 13 Pro. Bien sûr, vous l'avez vu, de base, sur une photo dézoomée, donc en taille normale, vraiment, il faut les voir les différences. Là, clairement, on voit quasiment rien à l'œil nu. Autre chose très intéressante, lorsqu'on va zoomer comme ça ici, ça va être la forme des billes de bokeh. Là, on voit que sur le 15 Pro Max, on a plus des billes qui sont rondes, quand là, c'est plus des triangles, comme on voit ici. Donc voilà, généralement, on aime bien avoir des billes bien rondes comme ça. C'est d'ailleurs ce qu'on a, par exemple, avec des appareils photo et un gros objectif. Là, c'est juste un petit peu moins le cas ici. Si on continue avec des monuments ici, donc là, je suis encore sur le x0.5. Donc ici, là, j'ai une totale perte d'informations, quand là, ce ne sera pas du tout le cas. Et donc ça, c'est dû au nouveau traitement qu'on a sur le 15 Pro, qu'on n'avait pas avant sur le 13. Sur le x1, ça reste encore une fois une très jolie photo. Là, j'ai pas vraiment de différence entre les deux. Alors pour du x2, les deux téléphones vont devoir zoomer numériquement dans le capteur x1. L'avantage, je vous le rappelle, du 15 Pro Max, c'est que
Lui, il a un capteur qui fait 48 mégapixels, ce qui fait qu'on peut encore zoomer dedans pour avoir une image 12 mégapixels. Malheureusement, sur le 13 Pro, lorsqu'on va zoomer x2, et bien là, on va tout simplement grossir des pixels, ce qui fait qu'on aura vraiment une grosse perte de détails. Là, on va voir par exemple sur le cadran ici, voilà, où là vraiment ça fait très vite bouillie de pixels. On a quand même beaucoup plus de détails ici, par exemple, je vois sur la finesse des chiffres ici par exemple. Vous serez d'accord, encore une fois, lorsque la photo est dézoomée, on a un petit peu de mal à voir la différence. Si on passe maintenant au x3, là ça va être intéressant parce que le 13 Pro a une optique x3, quand le 15 Pro Max n'a toujours pas d'optique x3. Donc là, lui encore, il va devoir zoomer directement dans l'image du capteur principal. Et donc là, si on refait la même chose, si du coup on va zoomer hop, ici sur le cadran, là ça va être l'inverse. On va avoir plus de détails forcément ici sur le 13 Pro qu'on en aura sur le 15 Pro Max. Bien sûr, lorsqu'on va passer au x5, ça va s'inverser, où là du coup je vais encore venir zoomer mais du coup dans le téléobjectif, alors que là j'ai un capteur qui est dédié. Là on voit vraiment sur les dorures que là il y a vraiment tout qui est lisse, alors que là j'ai encore beaucoup de détails. Si on va encore plus loin et qu'on passe sur du x10, voilà, où là toujours pareil, là j'ai du détail ici par exemple, sur toutes les petites usures qu'on va voir sur le cadran là-haut, là j'ai plus rien du tout. Mais comme vous avez pu le voir, encore une fois, il a vraiment fallu zoomer assez fort dans l'image pour se rendre compte de ces différences-là. Et donc de jour, je vois pas de gros intérêt à passer d'un téléphone à l'autre. Et le seul avantage sur toutes les photos que je vous ai montrées, c'est juste sur celle-là, où là du coup je vous ai dit que là, les hautes lumières étaient cramées, alors que là, pas du tout. Autre élément très important que je voulais mettre vraiment en avant sur ce 15 Pro Max, c'est sa capacité à analyser très vite une scène pour adapter les réglages. Notamment par exemple lorsque j'ai voulu prendre en photo mon petit chat, donc là du coup c'est deux photos qui sont faites avec le 15 Pro Max, les deux que je vous montre. Donc là du coup c'est mon chat qui s'amuse avec son copain de la résidence. Et bien là vous voyez qu'ils sont vraiment sautés dessus et j'ai appuyé hyper vite sur le appareil photo du 15 Pro Max pour prendre une photo. Et là où quasiment à chaque fois que je faisais ça avec le 13 Pro, ça me prenait une photo floue. Là vraiment j'ai une photo qui est super nette, on les voit se faire un gros câlin, bon c'est plus de la lutte que vraiment un câlin. Là vraiment ça permet d'avoir une photo qui est hyper nette, d'une action qui était vraiment très rapide, chose qui était beaucoup plus compliquée avec le 13 Pro. Si on passe maintenant à l'appareil photo frontal, donc là j'avais une très belle lumière, c'était la Golden Hour, donc c'était le coucher de soleil. Je trouve que la couleur de ma peau est beaucoup plus réaliste ici que là. Là clairement je suis rouge orangé, alors que là j'ai une couleur de peau qui je trouve beaucoup plus naturelle. Ça aussi ça compte, c'est hyper important, en particulier pour tout ce qui va être teinte de peau. Allez, le soleil se couche encore un petit peu plus, on va aller voir ce que ça donne en basse lumière, et on commence donc avec l'ultra grand angle. Donc là, comme on peut voir, encore une fois, pas beaucoup de différence, en tout cas sans zoomer. Sur le x1, ce sera un petit peu pareil. Ici, j'ai des couleurs qui sont très bien des deux côtés, c'est deux très belles photos, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, encore une fois, ici, ma zone qui est très éclairée prend plus de place, donc je perds plus d'informations ici que là, mais bon, c'est pas non plus délirant. Et enfin, sur les deux téléobjectifs, donc encore une fois, x5 ici, x3 ici, là, c'est juste une différence d'optique, j'ai envie de vous dire. Les deux se débrouillent très bien. Celle-ci est un petit peu plus compressée, donc ça prend peut-être un petit peu plus joli. J'ai un peu plus d'infos sur les façades des immeubles. Mais sinon, c'est deux très belles photos, pas de souci là-dessus. Autre photo ici sur le pont de pierre. Je préfère largement, par contre là, clairement, la colorimétrie ici qui était beaucoup plus en phase avec ce qu'il y avait vraiment dans la vraie vie. Là, encore une fois, c'est beaucoup trop froid. Chose qui est corrigée ici sur le x1, où là, j'ai deux photos qui sont quand même assez similaires, je trouve, entre les deux. Et enfin, au téléobjectif, encore une fois, là, je trouve que le x5 s'en débrouille un petit peu mieux. On a plus cette impression de compression, c'est vraiment sympa. Et je trouve un peu plus de détails ici dans les lampadaires qu'on perd un petit peu ici, mais bon. De nuit. Donc là, si je suis avec l'ultra grand angle, vraiment de nuit avec le mode nuit activé, là, on va voir qu'il y a une vraie différence, simplement parce que ici, le mode nuit va être beaucoup moins long. Donc si vous prenez en photo quelque chose qui est immobile, c'est pas très grave. Par contre, si vous prenez quelque chose qui est en mouvement comme un petit chat, forcément là, il vaut mieux vite prendre la photo et donc avoir un temps de pause long qui soit plus court. Avec le x1, là, d'un côté comme de l'autre, pas de souci, sauf que encore une fois, on a quand même plus de détails ici. Beaucoup, c'est vite dit quand même. Si on passe maintenant à la vidéo. Comme vous pouvez le voir, la vidéo sur le x1, il n'y a pas non plus énormément de différence. Là, je suis en 4K, 25 images secondes. Même si j'ai les facettes qui sont un peu mieux éclairées et que j'ai une balance des blancs qui, je trouve, est un petit peu plus juste, encore une fois, un petit peu trop froide du coup sur le 13 Pro, il n'y a pas non plus énormément de différence.
Et ça sera vraiment le cas sur tous les capteurs. Par exemple, là ici, avec l'ultra grand angle des deux côtés, ben, c'est vraiment très bien des deux côtés, j'ai envie de dire. Si on passe maintenant sur le x1, c'est pareil. Et si on passe sur les téléobjectifs, c'est pareil aussi. Je me suis amusé pour les deux à traquer un objet en mouvement et la stabilisation est vraiment super bonne. Ce qui est vraiment particulièrement important et qui est surtout très dur à faire, plus on va zoomer. Donc là, avec le x5, on a vraiment quelque chose qui est très bien et qui est vraiment largement suffisante pour être utilisé en vidéo. Autre fonction bien mise en avant par Apple lors de l'annonce du 14 Pro et du 14 Pro Max, et qui est bien sûr aussi présente du coup sur le 15 Pro, ça va être le mode action. Donc ça va être un mode qui va justement super stabiliser la vidéo. Donc là, j'ai fait un test du coup avec le 15 Pro Max, avec le mode action activé puis désactivé. Alors, il faut savoir que, comme vous pouvez le voir, en activant le mode action, déjà, on va perdre en résolution. On passe de la 4K à la 2,8K, donc on va perdre des pixels. Et en plus de ça, je trouve que le rendu est pas non plus si terrible que ça. Donc certes, ça bouge beaucoup moins, mais on n'a pas non plus quelque chose qui est, je trouve, beaucoup mieux regardable qu'une vidéo qui est prise sans le mode action. Donc vraiment, je préfère vous dire de ne pas utiliser ce mode action là et de faire ce que vous pouvez pour soit stabiliser vraiment au max votre main pour que votre téléphone ne bouge pas trop, ou alors acheter directement un stabilisateur et là vous êtes sûr d'avoir une vidéo qui sera vraiment super stable. On a vraiment profité de la bonne stabilisation qu'il y a déjà de base sur ces iPhones là. Autre chose importante aussi dont on n'a pas parlé, c'est que l'iPhone 15 Pro a un capteur principal qui est plus grand. Donc ça c'est très bien pour avoir plus de lumière. Ce qu'on va voir là par contre, c'est qu'un capteur plus grand implique aussi une distance de mise au point généralement qui est plus grande. Ce qui fait qu'on va plus vite arriver à une zone où le capteur pourra plus faire la mise au point lorsqu'on a un objet très près. Par exemple, pour cette feuille là, on va voir que avec le 15 Pro Max, là je suis vraiment au max, je peux pas m'approcher plus sans que le sujet soit flou, alors qu'avec le 13 Pro, je vais pouvoir m'approcher un petit peu plus près. Ça va être important par exemple si vous faites beaucoup de vidéos en montrant un objet par exemple ou quoi que ce soit. Donc si je prends par exemple, je sais pas, mes lunettes ici, bah, si je veux les montrer ici, bah, avec le 13 Pro, ce sera net ici, alors qu'avec le 15 Pro, je vais devoir écarter un petit peu plus pour avoir de la netteté. Bon, bien sûr, avec l'ultra grand angle, on va pouvoir s'approcher encore plus, mais voilà, si on veut vraiment le max de qualité, c'est avec le capteur principal, et du coup, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Avant de passer à la vidéo de nuit, il y a deux fonctions qui sont vraiment, je trouve, réservées aux pros. Ça va être la possibilité de filmer en format ProRes jusqu'à 60 images par seconde en 4K sur le 15 Pro, quand on était limité en 1080p 30 images secondes sur l'iPhone 13 Pro. Alors, la 4K 60, elle sera débloquée uniquement si vous branchez dessus un SSD externe avec le câble qui va bien. C'est-à-dire pas avec le câble qui est fourni avec le téléphone. Si vous enregistrez directement sur la mémoire du téléphone, on sera limité en 4K 30. Le ProRes, c'est un format de vidéo qui va très peu compresser l'image. Ça fait qu'on aura des fichiers qui sont vraiment très lourds, mais qui seront très facilement traitables par les logiciels de montage vidéo. D'où l'intérêt de pouvoir enregistrer directement sur un SSD externe, parce que sinon la mémoire de votre téléphone, elle va se remplir à vitesse grand V. Autre élément important, on va pouvoir filmer en ProRes avec le profil de couleur log. Généralement, si ça vous parle, c'est que ça peut vous servir. Si ça vous parle pas, c'est que vous n'avez pas utilisé. En gros, le log, c'est un profil colorimétrique qui va être très décontrasté. Donc, vous voyez qu'on va perdre vraiment énormément de couleurs. L'avantage de ça, c'est qu'on va avoir un maximum de dynamique. C'est-à-dire que l'iPhone va être capable de prendre des informations à la fois dans des zones très éclairées, mais en même temps aussi dans des zones très sombres. Mais tout ça, ça implique de devoir après rétalonner ces couleurs au montage. Ça peut être aussi très pratique si jamais vous voulez faire matcher différentes caméras entre elles. En fait, si vous filmez avec plusieurs caméras en log, après au montage, vous allez pouvoir faire aussi matcher les couleurs très facilement, beaucoup plus facilement entre elles que si jamais vous avez toutes filmées en format non log. Donc voilà, vraiment le ProRes et le log, c'est deux fonctions qui vont, je pense, beaucoup plaire aux pros et à ceux qui filment beaucoup, mais clairement pas à l'utilisateur lambda. Allez, on finit du coup la partie analyse photo et vidéo avec la vidéo de nuit. Et donc bien sûr, ce qu'on a vu en photo, ça va encore plus se vérifier en vidéo. Là où clairement, on voit que ça commence à bruiter, qu'on essaie d'ajouter la netteté, mais ça marche pas forcément très bien. Sur le 13 Pro, sur le 15 Pro Max, on a encore une image qui, je trouve, est totalement utilisable, même si ça bruite un petit peu. Sur le x1, là, le 13 Pro va vraiment bien se rattraper. On aura encore une fois une meilleure image parce que le capteur est plus grand sur le 15 Pro Max, mais on verra beaucoup moins facilement la différence. Avec les objectifs, c'est un petit peu pareil, plus de détails, forcément plus de zoom sur le 15 Pro Max que le 13 Pro, mais bon, les deux images sont quand même assez sympas. Sur ce nouvel angle de caméra là, où là clairement ça y faisait nuit, là on voit que les deux images sont pas utilisables du tout, il nous faut un petit peu de lumière quand même. Le x0.5 on oublie de nuit. Le x1, encore une fois, c'est un petit peu mieux, en particulier sur le 15 Pro Max. Notamment, si je vous montre un petit peu là, ici dans les feuillages, on voit qu'on a beaucoup plus d'informations ici sur 15 Pro Max par rapport au 15 Pro.
au téléobjectif ici, là encore une fois, très pixelisé, très bruité sur le 13 Pro. Ça reste quand même pixelisé, bruité, mais un peu moins sur le 15 Pro Max. Comme vous l'avez vu, des différences, on en a quand même pas tant que ça au final. Et surtout, à l'usage, on voit que certes, le 15 Pro est mieux, mais est-ce une raison pour abandonner le 13 Pro au profit de celui-là? C'est pas sûr, et ça du coup j'attends vraiment votre avis dans les commentaires. Pour ma part, je vais rester sur le 15 Pro tout simplement parce que j'ai besoin de plus d'autonomie, et les capacités pro en vidéo me plaisent beaucoup. Bon, c'est un petit peu dommage l'interface qu'elle soit encore justement pas pro du tout, mais je pense qu'avec les applications comme Filmic par exemple, on va y arriver, et donc j'ai hâte de tester ça. Toujours est-il que le 13 Pro est vraiment encore largement d'actualité, il est largement assez puissant. Franchement, ça me dérangerait pas de rester là-dessus. Tout ce que j'aurais fait, en fait, c'est changer la batterie, mais sinon, j'aurais pu largement encore faire un an avec. Si jamais un de ces deux produits-là vous intéresse, je vous mets quelques liens en description. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé. Ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.